Bon mercredi matin tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. Cette semaine avec Keita, on sort un peu de l'Afrique, pour une fois, c'est ça, on fait un peu différent, malgré que ça a quand même des liens interreliés. On parle d'immigration massive. Écoute, c'est un sujet qui touche pas mal tout le monde dans tous les États de qu'on parle du Québec, qu'on parle de la France, qu'on parle des États-Unis, bien évidemment avec l'élection américaine, la Southern Border et compagnie. Mais également l'Afrique aussi de manière indirecte, sachant qu'il y a beaucoup, pas seulement, mais beaucoup de gens du continent africain qui immigrent justement beaucoup en Occident. Écoute, Keita voulait mettre son grain de sel et donner son analyse là-dessus, fait qu'on en parle ce matin dans toute liberté. Salut Keita, Salut Zoé, ça va? très bien, la forme, sauf que ça commence à graisser un peu dehors là, avec le froid. Ah, ouais, ouais, ben c'est ça le Québec. To be fair, c'est pas le premier hiver que tu vis ici quand même, mais je comprends que Ouais. pour toi, c'est un peu plus difficile. C'est Heu, quelque chose à laquelle on s'habitue jamais là. Toujours très difficile, ouais. Mais ça prend un temps d'adaptation pas mal. Même des fois, je te dis qu'on s'y adapte jamais au complet. ouais. On a souvent hâte que ça finisse, puis que c'est ça. Puis si l'hiver est plus chaud que prévu, c'est rare qu'on va se plaindre de ça. Vraiment. Mais ouais, c'est ça, immigration massive. Écoute, je suis curieux de t'entendre là-dessus, autant qu'on pourrait aller sur tous les côtés, mais bien évidemment, partout aussi qu'on pose les yeux, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord et pas mal ailleurs, c'est pas mal un sujet qui tient beaucoup l'actualité, là. Oui, ça reste toujours un sujet d'actualité depuis belle lurette, hein. Ça défrait la chronique partout. Économiquement, les économistes discutent du sujet, et puis les politiques et tout le monde, hein, les spécialistes aussi des questions de sécurité internationale. Tout le monde s'intéresse à la question, au sujet, hein, parce que c'est quelque chose de très important et d'actualité comme toujours, qui parle quand même d'immigration, parle d'économie, parle également de sécurité et parle aussi de politique, politique d'insertion, politique de création d'emplois et tout ça. Économiquement aussi, ces main-d'œuvre qui quittent d'un point A pour un point B aussi laissent un vide derrière et puis euh, créent de des plus-values là où ils partent, mais aussi posent des problèmes aussi dans ces pays où ils partent le plus souvent. Tout n'est pas rose parce que ces immigrants qui viennent, ces immigrés plutôt qui viennent, créent souvent des tensions sociales entre ces personnes immigrées et puis les natifs, disons, les nationaux de ces pays-là, pour des questions, comme on le disait, politiques, économiques et tout ça, et sécuritaires. Alors nous, pour parler de cette question, il faut savoir que les chiffres ne sont jamais aussi, on suppose juste que c'est des estimations, ça est là chaque année, par rapport au nombre de migrants qui quittent d'un point A pour aller à un point B, avec les mutations, les instabilités sécuritaires et politiques dans les différents coins du monde, notamment le Moyen-Orient, le monde arabique et puis l'Afrique également. Il faut dire que et puis l'Amérique, le Sud-Amérique aussi, là, l'Amérique latine, c'est sûr aussi, migre, là. Mmh. Ouais. Ben, écoute, c'est sûr et certain que, comme tu dis absolument, faut se fier aux chiffres qu'on a, autant qu'on n'a jamais de chiffres précis, nécessairement. Mais, on voit de plus en plus, ça devient un enjeu. Tu sais, on a parlé beaucoup des autres épisodes à quel point, contrairement, ben, c'est un peu comme la c'est un peu le beau problème qu'on a, c'est dans le sens qu'on a des nations occidentales qu'à la fois le taux de recouvrement de population est en bas de 2 points, je pense que c'est le recouvrement, je pense que c'est 2,4, je crois. Je ne vais pas me tromper ici, les auditeurs me corrigeront, là. Mais il faut que ce soit au-dessus de 2 points de recouvrement pour ce qui est vraiment de la population, mais on est en bas de ça, fait qu'on est une population de beaucoup plus vieillissante, qui fait moins d'enfants que les autres, civilisations sur la planète et qui est majoritairement plus riche et plus développé. Et on a de l'autre côté des pays en voie de développement qui ont des populations de niveau de la jeunesse extraordinairement populeux, qui sont pas fous. Ils veulent avoir une meilleure qualité de vie pour eux, pour leurs enfants, pour leur avenir, quoi que ce soit. Fait qu'ils, autant d'un côté, on a besoin d'immigration, autant de l'autre côté, tout le monde, on est un peu comme, comment je dirais ça, victime de notre succès, d'une certaine façon. Peut-être que là, justement, peut-être que le remède serait davantage d'investir pour de vrai dans ces pays sous-développés-là, ou du moins en voie de développement, pour qu'il y ait moins d'incitatifs à toujours vouloir traverser la Méditerranée ou justement l'océan Atlantique pour aller à la frontière mexicaine. Autant qu'il y aura toujours l'American Dream, le rêve américain pour ce qui est des États-Unis, mais c'est ça.
c'est multifactoriel, puis c'est assez compliqué, là. Oui, assez compliqué, mais comme tu le dis, je ne crois pas que le fait de financer les projets seulement soit la solution. Et d'ailleurs, Non, pas seulement, mais ça peut pas nuire, mettons, là, tu sais. oui, c'est l'une des solutions. Et comme on le dit, ce n'est pas la solution, mais l'une des solutions. Je suis d'accord avec toi que ça pourra maintenir quand même ou retenir certains jeunes, mais tu sais, tous ces jeunes-là qui fuient, comme on le disait, il y a souvent des profils, il ne faut pas oublier qu'il y a des immigrés politiques, il y en a aussi qui sont économiques, il y en a qui sont des questions sécuritaires, mais dans beaucoup de pays africains, ces jeunes qui sortent sont des immigrants économiques et politiques, sécuritaires également, les trois en même temps. Parce que quel que soit l'investissement qu'on fait dans ces pays, il ne faut pas oublier que si cet investissement n'est pas bien géré, la gestion n'est pas adéquate et ça fait que ça, tous ces jeunes ne se retrouveront pas parce que des jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui ont terminé les études, qui se retrouvent à faire tu vois, à faire des activités au même titre que leurs amis qui n'ont pas fréquenté l'école. Fait que pourtant, eux, ils ont passé peut-être toute leur vie à aller à l'école. Ça les donne quand même, je prends l'exemple sur certains pays en Afrique de l'Ouest, vous avez des diplômés qui font le taxi. C'est-à-dire que le taxi, c'est pas un taxi comme on le dit, le taxi automobile, non, mais qui utilisent les motos, comme on appelle dans le jargon là-bas, moto-taxi, fait que c'est quelque chose, vous voyez, avec les embouteillages, les gens qui veulent aller très rapidement et très vite, avec les motos, c'est très pratique, fait que ces jeunes se trouvent obligés de pratiquer ces activités-là, et ces activités n'ont pas besoin d'une qualification professionnelle pour les pratiquer. Et étant diplômé d'ingénierie, de sciences ou, mettons, de santé, et tu te retrouves faire des activités comme ça, forcément, on est tenté parfois de dire, ben, je peux aller, je dois aller ailleurs pour voir ce que ça va donner ailleurs. Là. Et justement aussi avec le maintien au pouvoir des pouvoirs qui, moi, je ne suis pas trop euh, pour dire dictature ou autre chose, je ne sais pas comment on va les qualifier, mais quand même, ces pouvoirs, parce que peu importe le temps d'un président, le temps qu'il fait au pouvoir, aussi longtemps qu'il travaille pour le bien commun de son peuple, moi, pour moi, franchement, le nombre d'années passées au pouvoir reste à discuter. Et si on prend l'exemple sur certains pays comme le Rwanda aujourd'hui, très stable, même si on peut avoir on peut avoir des questions, on peut avoir des sujets sur Kagame et sa gestion, sa relation avec le Congo, le Nord Kivu, tout ce qu'il est en train d'opérer de ce côté. Mais le Rwanda aujourd'hui reste un pays exemple. Et ça fait que les Rwandais sortent difficilement, même s'ils sortent, ce ne sont pas ce sont des immigrés en fait qualifiés qui sortent pour peut-être aller travailler et puis apporter quelque chose, mais ils ne seront presque pas de charge, une charge sur le dos de l'État où ils partent, les Rwandais. Mmh. Et c'était le cas aussi de la Libye. Avant 2011, avant qu'on ne détruise la Libye, un Libyen ne sortait pas. S'il sortait, c'était pour aller se former et puis retourner. Et c'est le même cas pour le Chinois actuellement. Tu vois un Chinois, il sort avec son économie. Bon, on peut avoir tous les critiques qu'on peut avoir contre ces États-là, mais si on ne veut pas que ces jeunes sortent pour... Je ne suis pas en train de dire que c'est des bons exemples de gestion politique et administrative, mais je suis en train de dire qu'en termes de gestion économique et sociale de leurs citoyens, ils arrivent quand même à maintenir un système, à mettre en place un système qui fait que ces jeunes-là peuvent rester même après les études, pour travailler du travail, ils trouveront du boulot. Ils vont travailler sur place, même si ils trouvent la nécessité de sortir, venir au Canada ou aller en France, ça serait pour aller pour un temps périodique. Pour un temps périodique, aller étudier juste après les études, ils rentrent chez eux. Vous voyez? Mais Ouais, ben, c'est un peu, ben, tu sais, je veux pas nécessairement rentrer dans ta vie personnelle, mais tu sais, j'assume que c'est un peu ce que tu fais de ton côté. En tout cas, moi, que tu me trompes si tu me dis que non, non, j'ai des plans à long terme pour habiter au Canada, tu sais, puis faire ma vie ici, faire un offre, c'est bien parfait. Puis en plus, toi, justement, ben, c'est la question aussi de tout ça, c'est que on parle d'immigration massive, mais bien évidemment, on parle aussi beaucoup, tu sais, on parle des frontières, quoi que ce soit, mais justement de l'immigration illégale, tu sais. Tandis que, contrairement à ce que certains nous disent, qu'il y a pas l'immigrant, le concept d'immigrant illégal n'existe pas en droit international, ben, je leur envoie mon doigt d'honneur dans le sens que, tu sais, à un moment donné, les frontières servent à quoi rendu là? Tu sais, je me dis, OK, ben beau, on peut jouer au niveau de l'ONU tant qu'on veut, mais tu sais, à un moment donné, tu traverses une frontière de manière inégale. Je comprends que beaucoup trop de gens, selon moi, abusent l'histoire de réfugiés ou voyons, de demandeurs d'asile, alors qu'il y en a des vrais, il y en aurait bien besoin, mais c'est surutilisé pour telle chose, telle chose, telle chose. Autant que
je comprends, il y a de la misère dans ce bas monde aussi. Puis c'est un peu spécial le paradoxe que tu sais, parce qu'on a un côté, autant que justement on parle de Paul Kagame au Rwanda, que tu sais, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du massacre rwandais, lui, il est un peu comme le rebelle là-dedans, puis le gars, il n'est pas nécessairement de lignée démocratique ou quoi que ce soit. Il a juste pris le pouvoir par la suite et c'est lui qui dirige depuis tout ce temps-là. Autant que niveau démocratie, on repassera, mais comme tu l'as dit, si on compare le Rwanda versus, par exemple, le Mali qu'on a parlé dans les dernières semaines, on sait qu'il y a quasiment des coups, c'est pas à dire, mais il y a deux, trois coups d'État sur une période de 10-15 ans. Ben, je comprends qu'un jeune Malien, il n'a pas le goût de rester dans son pays, même s'il l'aime bien gros, si ça n'arrête pas de brasser tout le temps. Tandis que autant que c'est moins démocratique au Rwanda, mais comme tu l'as dit, il y a une forme de stabilité qui apporte certains incitatifs, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ben, que ces gens-là restent, ou du moins qu'ils sortent juste étudier puis qu'ils reviennent dans leur pays après. Fait que c'est spécial le côté multifactoriel derrière tout ça, que comme je dis souvent, le tout blanc, tout noir n'existe pas en ce moment. On a les géopolitiques pas mal plus gris qu'on pense. Oui, très gris. C'est d'où d'ailleurs, moi, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il faut choisir, parce que là, on parle de l'immigration aujourd'hui, c'est parce que tous ces États instables, tu as pris l'exemple sur le Mali, c'est justement ça. C'est-à-dire que le concept de démocratie en Afrique a été tellement mal pensé que, je ne sais pas si ça a été fait à dessein, si on le savait, on l'a vraiment imposé comme ça parce qu'ils ne l'ont pas accepté, ils ne l'ont pas pris comme ils le veulent. Donc, moi, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il faut entre un qu'on appellerait dictateur progressiste et un démocrate anarchiste, qu'il faut choisir? Parce que là, moi, si je prends l'Afrique, un Kadhafi, un Kadhafi, un Paul Kagame, ce sont des dictateurs. Parce que là, les élections. Mais ils sont progressistes quand même. C'est-à-dire que leur pays, ils font tout quand même pour leur jeunesse, pour le progrès du pays et pour ne pas que leurs jeunes sortent et aller s'installer illégalement dans d'autres pays et devenir des problèmes pour ces pays. Et des pays comme, mettons, la Guinée, qui a connu des périodes entre 2010 et 2020, un président démocratiquement élu, mais d'où l'anarchie fait son loi, c'est-à-dire fait sa loi plutôt. C'est-à-dire que tous les mercredis, il y avait des manifestations politiques dans le pays, entre 2012 et 2015, 3 ans, tous les mercredis, et puis tous les jeudis également, la ville morte. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'activité économique parce que l'opposition et le pouvoir ne s'entendaient pas sur le calendrier électoral. Fait que le président, il est considéré démocrate, mais le pays ne bouge pas. Ben, il ne fait rien. Mais on trouve toujours la situation atténuante pour dire ben, il a été démocratiquement élu, c'est bon alors. Et là, un jeune comme moi, un jeune qui est né dans cette situation et qui a grandi là, aura toujours envie de sortir, surtout étant donné aussi qu'il sait que son pays, la Guinée, est le premier pays exportateur de bauxite dans le monde. Tu vois, c'est-à-dire que la plus grande réserve de bauxite dans le monde, c'est la Guinée, le fer, le diamant, l'or. Ce pays est riche. Mais, étonnamment, comme j'aime à le dire, la Guinée est un scandale scandaleux. C'est-à-dire que, c'est-à-dire scandale agricole, parce que des terres arables, ça ne finit pas. Fertiles, des terres pour l'agriculture, il y en a. C'est un scandale agricole, un scandale géologique. Toutes les ressources minières se sont donné rendez-vous dans ce pays-là, mais scandaleusement, ce pays est pauvre. Ce pays n'avance pas. Et du coup, moi, ce concept, franchement, je le pousse. C'est un scandale scandaleux. Il faut essayer de réfléchir là-dessus. Et un jeune qui est né dans ce pays-là, qui voit tous les jours des bateaux costés dans les ports qui transportent cette terre brute de bauxite, tous les jours, des tonnes et des tonnes pour l'exportation de cette matière brute-là qui n'est pas transformée sur place. Et rien ne change dans son quotidien, mais il va suivre, comme on le dit en Afrique, on suit nos ressources qui partent chez vous. Là. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que les Africains disent à l'Europe. Quand les Français, quand l'Europe dit, mais restez chez vous, ils disent, ben, arrêtez alors de piller nos pays en connivence avec nos présidents. Même quand on ne veut pas de ces présidents-là, on manifeste, on fait tous les mouvements sociaux, on révolte. Ce président massacre ce peuple-là à travers son armée. Personne ne lève le petit doigt. L'ONU, tout le monde s'était aussi longtemps qu'il reste considéré démocratiquement élu. Alors je me dis, si la démocratie, c'est ce que ces jeunes disent, si la démocratie s'arrête seulement à cette démocratie électoraliste, donc c'est très grave. Et c'est tout ça qui pousse les jeunes Africains à sortir. Et
c'est le même cas presque aussi en Amérique latine. Et puis le Moyen-Orient, le Proche-Orient, ça peut être particulier aussi de ce côté-là. Il y a la question religieuse et puis tout ça qui rentre. Et aussi des questions géopolitiques entre puissances, la Russie ici, les États-Unis de l'autre côté, la Chine qui rentre dans la danse. Et puis cette zone-là, c'est ça, les calculs stratégiques, géopolitiques qui déstabilisent cette zone-là. Sinon, les autres parties de l'Amérique du Sud et l'Afrique, c'est vraiment le pillage de ces pays et le soutien à ces dictatures qui restent, peu importe le temps que le président fait au pouvoir, je me répète également, pour moi, si la démocratie s'arrête seulement à aller aux urnes, pour moi, ça n'a pas de sens. Si le président, il peut rester là, piller le pays, faire ce qu'il veut, tu sais, je vais te faire une anecdote là. Ça ne me paraît pas être un bon exemple, je le répète toujours, mais ça m'a donné à réfléchir. Quand tu vas en Chine et que tu discutes avec les hommes politiques chinois, tu sais, la démocratie reste quelque chose. Ils se considèrent comme. Tout le monde se considère comme démocrate. Ils se disent État dictatorial Ouais, démocratique. ben c'est ça, c'est un peu comme le Congo, là, tu sais, la République démocratique du. Démocratique du Congo. C'est un peu toujours le running gag. Là. Souvent, c'est quand il faut que tu l'écrives dans le nom de ton pays, c'est que t'es vraiment pas une démocratie. C'est ça l'ironie. En fait, les Chinois et la démocratie, ils considèrent la démocratie comme. Ils disent un pouvoir démocratique, c'est ce pouvoir qui est capable de satisfaire les besoins primaires de son peuple. Logement, nourriture, vêtements, et puis aussi rentre les autres. Maintenant, il y a le téléphone, l'interconnexion. L'Internet, ouais. Exactement, l'interconnexion et tout. Donc, ils ont rajouté ça. Tout pouvoir qui est capable d'accomplir ces quatre pouvoirs est un pouvoir démocratique. Peu importe la manière de l'élection du président ou sa venue au pouvoir. Peu importe. Et mais bon, de l'autre côté, l'Occident, on dira les urnes, mais c'est ce qui pose le problème et c'est ce qui fait que. Ben, pas juste les urnes, je pense qu'il y a aussi c'est ça, tout ce qui est droit individuel, liberté d'expression, liberté de parole, liberté de la presse, puis tu sais, le fameux crédit social chinois qu'on entend tellement souvent parler, qui est réel, tu sais, qui est quasiment une version New Age Big Brother, que on dit carrément comment agir, puis quoi pas agir, puis c'est assez spécial, là. Mais je peux comprendre dans leur vision à eux autres, du moins dans leur perspective, que ils considèrent ça démocratique, du moins de leur côté, tu sais. Ouais, non, c'est un fourre-tout le concept de démocratie. Tu sais, on soulève toutes ces questions pour répondre à la question principale et fondamentale, mais pourquoi ces jeunes-là quittent chez eux? Parce que je puisse te dire ça, sois convaincu que personne n'abandonne chez soi par amour, là, parce que juste il veut partir. Si ces jeunes quittent l'Amérique du Sud pour venir jusqu'ici au Canada, l'Amérique latine, c'est parce que vraiment, Ouais, ouais, quoi qui marche pas, là. c'est parce qu'il n'y a pas de possibilité à rester chez eux. Mais est-ce que c'est le Canada qui est responsable de cela? C'est une grosse question qu'on se pose de la situation. Je dirais pas non, mais je dirais pas qu'on est dans les pires sur la liste, en tout cas, en termes de nation. Là, je sais certains disaient que les États, aucun État n'a les mains propres, là, ça, je peux embarquer là-dedans, mais je pense pas qu'on est dans le top 10, mettons, là. On a plusieurs avant nous autres. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres pour dire que quand on prend l'exemple sur le Canada, c'est de ne pas citer, on peut citer aussi la France, l'Europe dans son ensemble. Si ces jeunes quittent l'Afrique, traversent la Méditerranée, tu imagines en fait des milliers de déserts, des kilomètres, des milliers de kilomètres de déserts, de sable, mais ils mettent leur vie en péril, laissant leur famille. Il y a même des pères de famille parfois qui quittent leur pays comme ça. Et là, je suivais un documentaire il y a 2, 3 jours qui retraçait le parcours d'un jeune migrant qui a quitté le Sénégal jusqu'en Europe. Mais il faut voir qu'il s'embarque dans des pirogues pour faire 2 à 3 semaines dans la mer pour aller sur les îles, sur les îles espagnoles. Mais c'est incroyable. Des pères de famille qui a 2 enfants. Et tu sais pourquoi? Parce que lui, c'est un pêcheur. Mais il quitte parce que l'Union européenne et le Sénégal ont signé un contrat de pêche qui donne l'autorisation à l'Union européenne et la Chine, les bateaux chinois et l'Union européenne, de pêcher jusque dans les eaux territoriales du Sénégal. Et ça fait que ces pêcheurs, ces jeunes qui vivent de la pêche depuis des générations jusque-là, ne trouvent plus de poissons parce que, imagine un bateau des chariots chinois qui viennent coster là avec leurs filets, mais ils ramassent tout jusqu'au fond de la mer. Et ces jeunes pêcheurs avec leurs pirogues ne peuvent pas rivaliser ces bateaux qui ont des filets. Donc, ce jeune qui se nourrissait de ça, de sa pêche, il pêche, il vient, il revend
au marché avec ces femmes maraîcheuses-là, et puis après, il va nourrir sa famille le soir avec ça, là, et qu'il ne trouve plus ce poisson-là, ben, comme ils le disent, il va suivre ces poissons. S'il trouve le chemin pour aller en Chine, mais il va partir. S'il trouve le chemin, si c'est l'Europe qui est plus proche de lui, mais il ira en Europe. Tu vois, c'est vraiment cette question. Alors moi, je me dis, la question d'immigration, elle est très simple. C'est vraiment s'il n'y a pas une mauvaise volonté derrière, on peut résoudre cette question, franchement, en, en si peu de temps, en essayant de s'attaquer au fond du problème. Je suis convaincu plutôt, je sais que quand les Français élisent Macron, c'est pour qu'il leur apporte quand même quelque chose, qu'il leur apporte à manger, qu'il leur trouve des solutions à leur crise sociale, politique et économique, enfin, leur situation économique et tout. Alors, partout où ces ressources sont disponibles, Macron ira les chercher là. Je l'entends. Ils n'élisent pas Macron, je prends l'exemple sur Macron, mais il y a d'autres aussi. C'est pour essayer de faciliter la compréhension là, mais il y a beaucoup d'autres pays qui existent dans ce cadre-là. Donc, ils n'élisent pas Macron pour l'amour des Africains, pour l'amour de l'Amérique latine ou du Moyen-Orient. Ils l'élisent parce qu'ils comptent sur lui pour améliorer leurs conditions de vie. Alors, partout, les ressources là sont disponibles, il ira chercher. Mais sauf que, en allant chercher ces ressources-là, si on discutait de cette question de façon équitable, c'est-à-dire que vous avez la ressource, les moyens financiers, vous avez les moyens techniques et la main-d'œuvre pour exploiter nos matières premières, parce qu'il faut aussi dire aux Africains que aussi longtemps que vos ressources, vos matières premières là, restent sous le sol, ce ne sont pas des richesses, ce sont des ressources. Là. Vous Mhm. ne pouvez pas les transformer en richesses tant que vous n'êtes pas capable de le faire. Donc, Non, quand, ça prend le know-how pour le faire, là, parce que tu peux avoir tant d'or que tu veux, si tu n'as pas la connaissance pour le raffiner, pour justement l'utiliser par la suite, ça ne sert pas à grand-chose. ça sert absolument à rien. Ça sert absolument à rien, là, j'arrive. Enfin, il faut se dire cette vérité. Moi, j'ai toujours dit ça aux Africains. On n'a pas de richesse, on a des ressources. Alors, ces ressources-là, il faut les transformer en richesse. Et pour ce faire, il faut les moyens intellectuels, les moyens mécaniques, les moyens financiers. Il faut ça. Et pour ça, vu qu'on n'en a pas, on n'a pas ça pour le moment, on peut collaborer avec les autres, ceux qui ont ces moyens-là, pour qu'ils viennent. Mais il faudrait qu'on fasse comme d'autres pays l'ont fait, qu'ils implémentent des usines de transformation, même à semi-fini, mais pas à produit fini, mais au moins à semi-fini. Ce produit semi-fini-là créera aussi, cette transformation à produit semi-fini créera de main-d'œuvre, de l'emploi dans ce pays. Alors, mettons que ça crée de l'emploi pour 100 jeunes. Si ces jeunes étaient tentés de sortir, aller en Europe et qui gagnent chez eux là-bas 500 $ la semaine ou 2 semaines, pendant qu'ils ne gagnaient même pas 100 $ le mois, ils vont rester. Tu vois, Mm. donc, mais si vous venez récupérer cette terre, matière première, et partir avec, et moyennant quelques dollars, et ces dollars qui sont donnés aussi à ces autorités sur place aussi, ne les utilisent pas pour des besoins communs de la population. Vous voyez combien de fois, et si ces jeunes se révoltent, se rebellent contre ce pouvoir, et que rien n'est fait pour que ce pouvoir quitte, comprenez que ces jeunes seront vraiment tentés à aller chercher où ils vont trouver la vie sauve, là, parce que c'est ça, on est tous animés de cet instinct de survie. Là. On voit que c'est vraiment multi-étagé comme sujet, puis à quel point que c'est complexe là-dessus. Mais je trouve ça c'est assez spécial, le côté, tu sais, pour revenir un peu à ce qu'on disait tantôt, le genre de paradigme ou de paradoxe. Là, je sais que mon ami Sam Rasmussen va m'écouter et va me dire c'est lequel le bon terme, Joey, utilise le bon terme. Mais que tu disais justement que malgré tout, justement, pour défendre les intérêts, ben, autant qu'il y en a qui le sont pas, il y a des régimes dictatoriaux qui sont pires que d'autres, là, bien évidemment, on prend le plus caricatural en mode Kim Jong-un, où c'est que c'est juste toujours plus dans l'armée, puis j'ai un missile plus long que le tien, puis que, tandis pendant ce temps-là, la population est quasiment au niveau de la pauvreté extrême puis de la malnutrition, tu sais. Mais t'en as d'autres, justement, comme, puis tu sais, mon but, c'est pas de vouloir nécessairement excuser la dictature dans le monde. Selon moi, ça devrait pas exister, mais tu sais, comme justement au Rwanda aussi, que malgré tout, autant qu'au niveau justement des urnes, des démocraties, à ce niveau-là, on passe à côté. Mais comme tu dis, ils ont quand même un genre d'aspect progressiste de vouloir quand même
améliorer la condition du citoyen et non pas uniquement par l'armée puis la grosseur de nos guns nécessairement. Autant que oui, il y a ça un peu, là. Mais tu sais, c'est vrai que tu te mets dans la tête d'un jeune Africain qui voit ça, puis tu te dis, c'est sûr que, bien évidemment, par définition, la majorité des dictateurs sont corrompus, là, mais mon but, c'est pas de dire le contraire. Par contre, je sais pas pourquoi, pas que ça paraît moins, mais disons qu'on dit que quand, mettons, c'est un président justement démocratiquement élu dans un pays d'Afrique, là, il y a des histoires de corruption, parce que justement, vu qu'il y a plus de liberté de la presse, on a tendance à en entendre plus parler, bien évidemment, par définition. Et donc, ça a comme une sorte d'aura ou de perception d'être du moins plus autant, sinon autant corrompu que les régimes dictatoriaux. Fait que si en bout de ligne, tout ce qui reste dans la balance, c'est comme tu le dis, c'est l'histoire de la stabilité, c'est dur de ne pas vouloir dire, ben, j'aimerais bien que mon pays soit justement qu'il n'ait juste un, puis qu'il gère pendant, je sais pas, mettons, 30 ans, puis qu'il n'y ait pas que ça brasse pas trop, que justement, qu'on en choisisse un ou 4-5 ans, puis qu'il y ait quasiment un coup d'État aux 3 ans. Là, tu sais, puis moi, être à leur plat, tu sais, autant que, bien évidemment, j'aimerais que le système démocratique fonctionne chez eux, puis qu'il n'y ait pas tous ces problèmes-là de ce côté-là. Puis je pense toujours que c'est le moins pire des systèmes, mais tu te mets à leur place dans la situation, je peux pas les blâmer de penser ça, là, carrément, là, tu sais, malgré la réalité du terrain, puis la réalité géopolitique, puis tout ça. Là, fait que c'est un peu, c'est complexe, là. Parce que c'est pas uniquement avec des belles paroles, puis dire démocratie, 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 qu'on va le. C'est ça. Tu peux pas les enfoncer plus ça dans la gorge, ou comme dirait l'autre, tu peux pas tirer à la fleur plus vite pour qu'elle pousse plus. Là. Oui, non, mais je suis d'accord. Et chanter toujours démocratie, démocratie, ça va pas régler, ça va pas faire, ça va pas quand même faire le régime, en fait, le rendre démocratique si toutefois euh, les constituants de la démocratie ne sont pas respectés. On citait notamment le concept de respect des droits humains. Si cela n'est pas observé, ça reste des questions. Cette démocratie est à mettre, est à être doutée quand même. Mais J'allais dire, ben, ça veut dire, en fait, c'est un peu de notre faute aussi, sachant qu'on l'a vécu autant nous autres aussi un peu durant la pandémie, puis on en parle souvent dans le podcast. Même dans nos civilisations occidentales, la définition de démocratie semble aussi aujourd'hui se résoudre au vote une fois aux 4 ans et au processus d'élection, alors que c'est beaucoup plus que ça. Et là, on le voit aux États-Unis avec it's gonna be the end of democracy, the end of democracy. Tu sais, au Québec, on parle de démocratie uniquement pour parler du vote, mais jamais on parle de respect des droits des droits des individus, le respect, justement, autant qu'on parle de liberté de la presse, mais en tout cas, je dirais que la presse a un gros problème d'incapacité d'introspection. Je pense qu'il y a un gros problème au niveau de ce coin-là. Mais c'est ça, c'est que on essaie de faire exemple, mais même nous autres, j'ai l'impression qu'on a comme perdu des plus vieilles générations qui avaient davantage, qui avaient une plus grande compréhension de ce que sont les valeurs démocratiques, qui inclut bien évidemment le système de droit de vote et quoi que ce soit, mais c'est beaucoup plus que ça. On dirait qu'on l'a comme perdu, ou du moins c'est beaucoup moins entendu aujourd'hui. Puis, donc, puis en même temps, je le dis souvent dans mes discours ou dans mes tweets que je fais, mettons, sur le mouvement LGBT, tu sais, il n'est pas surpris qu'il y ait des preachers au Botswana qui sont toujours, sinon plus anti-gays aujourd'hui qu'avant, parce qu'ils regardent ce qui se passe en Occident, puis les dérives qu'on part de LGBTQ2+, pas tant de trucs, puis les drag queens et compagnie, puis on commence à faire des débats indéniables, c'est quoi un homme puis une femme? Il doit-tu pas rire dans sa barbe, lui? Ça doit-tu pas le renforcer dans ses croyances homophobes au travers de tout ça, tu sais? Fait que blâmer l'autre autant qu'il y a une part, tu sais, chacun a sa part de responsabilité, mais je pense qu'il faut se regarder un peu dans le miroir aussi. moi, je suis d'accord avec toi. Et si chacun essayait de balayer devant sa porte, je crois que devant toutes les portes seront propres là, et puis il y aura moins de problèmes. Alors, quand on a dit ça, c'est parce que tout ce qui se passe, cette question de démocratie, après, beaucoup de gens, comme en Afrique, la voient comme quelque chose de mis en place pour arranger ou pour essayer de protéger une classe sociale de personnes qui deviendraient intouchables. Parce que autant en Afrique, ça branche, ça plaire partout, des oppressions ou des forces publiques, en fait, du pouvoir, des exactions du pouvoir. Mais il faut dire aussi qu'en Occident aussi, c'est presque même pas dans les mêmes cadres, mais aussi cette démocratie est vraiment à rude épreuve actuellement. Et
la France, par exemple, avec 49.3 qui est tout le temps brandi par le pouvoir pour outrepasser, en fait, ou pour dévier, pour éviter les censures ou l'opposition du parti opposé, de partis opposés à l'Assemblée. Chaque fois qu'il y a une proposition du pouvoir par rapport à une question donnée, à un sujet donné. Par exemple, on peut prendre l'exemple sur la question de la retraite. Quand la retraite a été fixée à 62 ans, proposition de Macron, le parti de Macron à 62 ans, presque toute la classe politique s'est opposée en France, mais malheureusement, avec la loi 49.3, ben, c'est passé parce que le pouvoir, parti au pouvoir peut utiliser ça pour s'opposer lui-même à l'opinion publique nationale. Donc oui, je suis d'accord. Et puis avec tout ce qu'on voit dans le mouvement des Gilets jaunes en France et puis en Espagne, tu vois, tu citais les États-Unis avec la prise de Pentagone également avec les militants euh, l'attaque de Pentagone par les militants de Donald Trump en 2021. En fait, c'est tout Ah, ce le Capitole, tu veux dire, pas le Pentagone. plutôt, je voulais dire merci, la prise de Capitole. Ça prouve que le jeu politique est devenu plus important en Occident que les principes démocratiques. Hmm. C'est-à-dire que quand il y a élection, le jeu politique compte davantage que les institutions démocratiques. C'est-à-dire qu'un pouvoir, qu'une commission ou qu'un bureau ou qu'une cour suprême qui est habilitée à entériner, à annoncer et à entériner les élections électorales et les décisions ou les résultats de cette cour-là comptent peu, mais plutôt qu'est-ce que ce parti pense de ces résultats ou ce parti-là. Donc, à partir du moment où ces jeux politiques sont devenus plus intéressants, plus puissants et plus forts que les institutions démocratiques, franchement, ça craindre. Et justement, tu parlais de ces mouvements sociaux qu'on voit ça et là, le wokisme et puis le mouvement LGBTQ+, et puis les opposés, ces mouvements aussi opposés anti-gays et autres là. Tout ça, c'est vraiment des situations qui essaient de mettre des populations dos à dos. Et la démocratie, le plus souvent, c'est vrai qu'on peut avoir des idées différentes, des idées opposées. Mais ça ne veut autant pas dire que je suis contre toi. C'est-à-dire que c'est ce qui a vraiment rendu le débat politique au sein de nos sociétés, surtout occidentales, le débat politique très risqué et très dangereux, en fait, c'est le concept de l'étiquetisme, en fait. C'est-à-dire, Hmm. si moi, je ne suis pas d'accord avec toi, je suis contre toi. Pourtant, ce n'est pas vrai. Et mettons que moi, je suis militant. Moi, je suis un militant du mouvement gay, en fait. Enfin, LBT, mouvement mariage pour tous, pour faciliter la compréhension. Moi, je suis militant du mouvement mariage pour tous. Que toi, tu n'es pas de cette idée-là parce que tu as ta conception de la famille. Ben, je vais bien t'entendre. Je vais bien t'entendre, c'est-à-dire que moi, je suis de ce mouvement. Moi, j'admets que, ouais, mariage pour tous, c'est quelque chose de normal parce que l'amour est plus fort que le genre. C'est-à-dire que moi, le genre qui nous a été attribué d'ailleurs par la société, moi, je considère que l'amour est plus fort que toi, mais toi, tu ne le considères pas ainsi. Et directement, moi, je vais t'étiqueter tout de suite avec l'oïsme l'oïste. C'est-à-dire, il est, comment dire, homophobe, machin. Non, mais non, pourtant, peut-être que c'est pas ça. Peut-être que je suis d'une idée que toi, tu ne partages pas. Mais si tu exprimes ton idée, c'est quelque chose de très important. Et aussi, si on arrive à dépasser ce concept de l'étiquetisme, parce que si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es contre moi, je crois que dans les sociétés occidentales, la démocratie reprendra sa place. Mais aussi longtemps qu'on continue à classifier les gens dans des cases, quand ils donnent un avis sur une question, je crois que ça va vraiment, vraiment mettre la société en péril parce qu'un jour ou un autre, ça va éclater entre les deux positions, là. Ouais, c'est ça, le dialogue est toujours préférable, bien évidemment, à l'affrontement. Ça, c'est tel que tel, et peu importe le sujet, bien évidemment. C'est juste que, tu sais, je vois tellement.
mon but, c'est pas de dire que l'entièreté des preachers ou responsables religieux africains sont des extrémistes ou quoi que ce soit. C'est ce que je vois. Il y a une 10-15 ans, il y avait vraiment une fenêtre d'opportunité de commencer à faire vraiment. Au moins d'ouvrir un dialogue ou une certaine pédagogie. Tu sais, quand il y a eu 2015, l'acte de la Cour suprême américaine pour avoir le mariage gay légal dans les 50 États, tu sais, je pense que ça aurait pu starter quelque chose là Mhm. que justement commencer, si on aurait focusé justement, on arrêté de focuser sur l'Occident en grande majeure partie, focuser davantage sur les pays africains qui sont encore, il y a différents pays que tu le dis pas pantoute, sinon c'est peine de prison, sinon pas mort ou lapidation ou jeté en bas de building ou quoi que ce soit, c'est dans le pire des cas, là. Ou dans le pire, c'est quasiment vu comme des indésirables ou de quoi qu'on parle vraiment pas. Souvent, c'est relié à la religion, mais pas seulement. Je comprends qu'il y a des civilisations qui sont pas rendues au même niveau que nous autres. Puis mon but, c'est pas de vouloir dire qu'on est meilleur que d'autres ou quoi que ce soit. C'est juste que ça prend une certaine compréhension. Ouais. On n'était pas mieux à l'époque de Duplessis, là, puis avant ça aussi. Fait que, on a chacun notre cheminement personnel, collectif, si je peux dire. C'est pas un mot que je dis souvent, hein, mais en tout cas. Fait que je pense qu'il y aurait une possibilité, mais le problème, c'est on a tellement viré de l'autre côté, on a tellement dérapé dans l'excès, puis dans la suridentité, avec justement toutes les affaires de genre et compagnie. Puis mon but, je sais qu'il y a des personnes transgenres qui écoutent notre podcast, puis ces gens-là existent, mais malheureusement, vous êtes mal représentés à Barouette, parce que c'est rendu qu'il y a une sursexualisation qui s'est faite, puis une surpolarisation de ce débat-là. Commencer à remettre en question le principe d'homme et femme, ça aide pas personne, là. Parce que justement, pas tout le monde est rendu à votre même niveau de compréhension que sa planète. Il y en a qui sont encore en cheminement bien avant, là. Juste passer par-dessus le juste gay tout court, c'est déjà un pas pire step à faire. Ils sont même pas rendus là encore, là. Fait que, tu sais, il y a le G, mais c'est ça, le L, puis le T, ils ont de la misère encore, puis le B aussi. Fait que, tu sais, imagine toutes les autres lettres d'alphabet par après, là. Fait que Ouais. c'est pour ça que je trouve qu'on se tire vraiment, en tout cas, on se tire vraiment dans le pied à ce niveau-là, puis on rayonne pas, puis à la limite, je comprends, tu sais, je me mets à la place d'un Chinois ou d'un Congolais ou pas n'importe, puis il se dit, hey, la démocratie, c'est de la chinook, là. Regarde ce qu'ils font en Occident. Ils sont en train ils font des débats à savoir c'est quoi un homme puis une femme, puis ils sont jamais capables de rien faire en termes de politique publique. Ça chicane tout le temps, les manifestations de ci, de ça. À regarder comment c'est un système de marde. Ben, tu sais, d'un point de vue extérieur, pas qu'ils ont pas, selon moi, ils n'ont pas raison dans le sens que, tu sais, c'est plus compliqué que ça. Mais disons que c'est pas un c'est pas une belle fenêtre de venez nous voir ou embarquer dans notre système. On fait pas de la bonne pub, je trouve, depuis les dernières années, là. Sur Ben, bien des enjeux, là. Tu sais, sur d'autres, peut-être mieux. Je dis mm, pas que c'est 100% égal sur toutes, mais d'un point de vue encore là de perception extérieure, je pense que notre image a pâli depuis un bout. ben, franchement, tu as touché un point et je l'ai toujours dit en fait. Tu sais, ça, en termes de communication, la communication est très importante, surtout la stratégie de communication. Si tu veux convaincre quelqu'un, il faut savoir comment aborder cette personne et pour savoir comment l'aborder, il faut il faut être imprégné, en fait, comprendre le paradigme dans lequel cette personne la vit, en fait. Parce que, comme j'aime à le dire, quelqu'un d'intelligent disait, on est de plus fruits et fils de notre époque que notre papa, en fait. Tu vois? Donc, la société dans laquelle la personne vit, en fait, c'est cette société qui est son miroir, en fait. Donc, moi, c'est la question de, dans beaucoup de sociétés, la question, je ne sais pas si le terme va être, le mariage pour tous, c'est correct, c'est-à-dire que l'homosexualité, en fait, peut être acceptée par beaucoup de sociétés, mais si tu mets ça dans le même panier que trans et autres, ça pollue déjà le débat. Ouais, ouais, ben c'est ça, ça a toujours été, c'est ça, c'est Parce que c'est vrai. le plus gros morceau, ça n'a jamais été le LGB, c'est le Ouais, T+, pas tant de trucs. Tu sais, même moi, je le voyais aussi à quel point que c'était déjà plus touché, là, tu sais, puis que ça rentrait justement, c'était même plus une question de t'es né comme ça, puis c'était vraiment comment tu te ressentais, puis c'est un enjeu tellement à prendre avec des pincettes, puis il faut vraiment comprendre. C'est pas de quoi que tu peux parler d'une conversation out of nowhere. Ça te prend une certaine éducation reliée à ça. Tu sais, c'est un peu comme dans des sujets plus profonds. Là, tu sais, c'est pas juste autant on parle de sexualité, mais on parle aussi de politique. Mettons,
Mettons, comme les sujets qu'on a parlé de géopolitique africain, quoi que ce soit, il faut que tu comprennes un peu l'historique derrière. Tu peux, tu peux pas commencer à parler de politique, de géopolitique africaine sans parler de la colonisation, d'histoire. Ça te prend un minimum. Fait que j'ai l'impression que c'est ça. C'est que je pense que sans vouloir pointer du doigt, mais je pense que certaines lettres de l'alphabet ont plus empoisonné le débat que d'autres, de manière indirecte, même si je pense que c'était pas leur intention. Mais Ben, par définition, c'était plus compliqué. Là. écoute, franchement, moi, c'est pour ces trans qui nous écouteront, moi, je sais que je suis convaincu que c'est leur droit. Et autant qu'ils peuvent le faire, ils le feront, c'est leur droit et je n'ai pas de jugement là-dessus. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est pourquoi le débat est poli à ce niveau, étant donné que chacun est dans son droit, en fait. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de sociétés, qui ça peut passer inaperçu ou accepté socialement, comme on dit en sciences sociales, avec le concept de socialement correct. C'est-à-dire que les gens peuvent voir, OK, lui, cette femme préfère les femmes et cet homme préfère les hommes. Qui suis-je pour juger? C'est pas mon idée, machin. Mais dès qu'on envoie le débat dans ces sociétés, le débat de dire un homme peut se transformer en femme, et tout de suite, pour des sociétés étant religieuses, ça les bloque dans la tête tout de suite. Là, ils se disent, mais non, mais qu'est-ce que vous nous racontez? Et moi, je pense que c'est ce qu'il est aussi. Dès qu'on parle de ces mouvements-là, c'est à ça, eux, ils pensent en premier lieu. Oh, ça veut dire que mon petit garçon va me réclamer demain qu'il veut être femme, et puis ça serait comme un devoir pour moi de faire ça, de respecter cela. Donc, ils se disent dans leur tête, c'est impossible parce que je serais opposé au principe décidé par Dieu dans ce cadre-là, étant donné que ces gens sont religieux. Juste que c'est dans ce cadre-là, mais après, Ouais, ce c'est ça. là c'est vraiment mon humble avis. C'est leur droit aussi longtemps qu'ils peuvent le faire. S'ils se sentent bien avec ça, c'est leur corps, Ah non, puis ça reste, on est tous des êtres humains en bout de ligne. Là. Je pense qu'il y a moyen comme dirait là, il y a toujours moyen de se parler, toujours moyen de moyenner, comme dirait la bonne vieille expression québécoise. Fait que je pense qu'il y a moyen de le faire, mais ça prend beaucoup de pédagogie, puis beaucoup de patience, puis beaucoup de retour, d'introspection de notre côté de l'Atlantique, j'ai l'impression. Mm. Autant qu'il y en a qui sont moins, moi je me considère pas coupable de ça. Là. Je pense que ce mouvement-là parlait beaucoup trop en mon nom sans jamais me consulter, puis ça a dérivé par lui-même, puis malheureusement on vit avec les résultats de ça. Mais je pense que justement, si on veut avoir une possibilité de justement, là, de pouvoir justement essayer de régler ça, ben ça va prendre de l'effort des deux côtés, j'ai l'impression. En tout cas, on pourra en parler longtemps. Écoute, on a commencé avec l'immigration massive, on est tombé dans la dictature progressive, on finit avec le LGBT, mais regarde, c'est le fun, on est un peu dans. C'est un peu varié aujourd'hui, mais c'est quand même, ça se relie quand même un peu tout un peu. Je pense pas que c'était décousu nécessairement. En tout cas, c'est super intéressant de te jaser toujours, Keta. Je sais pas si tu as un petit mot de la fin avant qu'on se quitte. Justement, en fait, le mot de la fin, c'est de chercher à comprendre le fond des questions, le problème, les causes principales des situations, notamment de l'immigration dont on parlait tout de suite. Il faut savoir que beaucoup de jeunes qui quittent chez eux, c'est pas parce qu'ils veulent juste quitter, c'est parce que soit ils ne se sentent pas en sécurité là, sur le plan social, ou soit économiquement, leur situation n'est pas bien améliorée, ou politiquement, le pays est instable, ces jeunes quittent. Et moi, je pense que la majeure partie des jeunes qui quittent leur pays pour aller en Europe, vers l'Europe en grande partie, c'est des immigrants ou c'est des immigrants purement, disons, économiques et sécuritaires, la politique en même temps aussi. Donc, ces trois se retrouvent dedans. Et puis après, arrivé là-bas, ils se trouvent piégés encore dans cette situation où ils se trouvent non acceptés dans ce pays-là. Mais pour le Canada, je trouve que c'est quand même particulier là. Il y en a qui viennent quand même, il y a des clandestins qui rentrent ici, mais il faut dire que des Africains notamment qui rentrent ici au Canada, en grande partie, c'est des gens qui viennent de façon légale. Parce que là, pour traverser la mer jusqu'au Canada, c'est autre chose. Là, il y a 99% de chances de ne pas atteindre le continent. Mais ceux qui viennent ici, c'est les francophones qui viennent, c'est arrivé aux États-Unis, vu ils ne sont pas anglophones, avant, ils traversaient par le chemin Roxane, mais actuellement, c'est pas comme ici, ils s'arrangent pour venir. Mais le Canada est quand même panier de ça, cette situation, sauf qu'il y en a qui peuvent venir de façon légale, mais après, les situations changent, ils demandent asile et autres là. Je crois que c'est ce qui est de plus très nombreux ici, les Africains qui se retrouvent au Canada. Donc, moi, pour vraiment résumer mon propos, je voulais inviter toutes ces instances décisionnelles, j'arrive enfin, internationales,
à penser sur les causes principales de ces situations-là, à essayer de traiter euh, à s'attaquer à la cause réelle, les ressources, le pillage des ressources, non seulement, mais aussi l'accompagnement de ces États-là à mettre en place des politiques économiques et stables aussi, politiques stables de gestion là, pour maintenir ces jeunes, comme ce fut le cas du Rwanda aujourd'hui, qui est un exemple dans sa gestion politique et économique du pays. Là. Hmm. Écoute, toujours intéressant qui était de te jaser. Vraiment, on sort des sentiers battus, mais c'est vraiment le fun parce que ça montre justement, comme j'ai dit au début, c'est pas dans un monde tout noir ou tout blanc. Il y a tellement de variantes et de variables à finir que faut mettre beaucoup d'eau dans notre vin, mettons, j'ai l'impression. Puis des fois, il faut savoir voir ça avec beaucoup plus de nuances. Fait que t'es toujours super intéressant de nous expliquer ça. Fait que merci beaucoup, cher ami, puis on se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci et bonne journée à toi. Bye bye.